On repart avec Aymeric Préaubert, avec Cédric Guérin. Isabelle nous a quittés. On va redémarrer ensemble, alors Aymeric, avec Renault. Stratégie de Renault. Donc, à chaque fois qu'Aymeric vient, j'en profite pour prendre des nouvelles de Renault. Voilà. Donc, je vais très vite. L'entreprise se coupe en deux. Électrique d'un côté, thermique de l'autre. Et surtout, remet sur la table l'ensemble de la participation avec Nissan. Donc, comment est-ce que tu vois ce truc-là ? Alors, il y a effectivement beaucoup de sujets. Bon, le premier, pour moi, c'est la redéfinition de la coopération avec... Enfin, coopération. Voilà, de l'alliance. Coopération avec Nissan. C'est absolument nécessaire parce que aujourd'hui les équipes ont du mal à se parler ensemble. Le management ne s'entend pas. Ça dure depuis des années. Ça a été cristallisé avec l'affaire Ghosn. Et très franchement, il faut remettre ça à plat parce que ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce que demain, et je ne sais pas exactement comment ça va se dénouer, ils ont présenté d'un certain nombre de choses, mais c'est en train d'être réfléchi. Ce n'est pas parce que il y a dénouement de liens capitalistiques qu'il ne peut pas y avoir de coopération industrielle. Il y a plein d'exemples. Je vais en prendre un. Mercedes, dans le grand public, les gens ne le savent pas, mais les petits moteurs 4 cylindres diesel Mercedes sont d'origine Renault. Ça fait des années que c'est le cas. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de diesel, il y en a de moins en moins, mais alors que l'actionnariat est quasiment inexistant entre les deux groupes. Donc il peut y avoir des coopérations industrielles pertinentes, intelligentes, qui se font en dehors d'un lien capitalistique. Donc les relations avec Nissan, c'est vraiment un point très complexe et il faut le réformer. Donc ça, c'est le premier point. Concernant la séparation en deux, ce qu'ils appellent, donc d'une part l'électrique, comme tu viens de le dire, et puis ensuite Legacy, les voitures... Ampère, exactement. Ampère. Et la partie Legacy, voiture thermique classique, bon, très honnêtement, je ne vois pas bien l'intérêt. Je dis pas que c'est quelque chose de nocif, que c'est une catastrophe. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, l'électrique, aujourd'hui, c'est une réalité, ça implique des investissements massifs, et il me semble absolument indispensable, ce que font d'ailleurs la plupart des constructeurs, c'est de donner beaucoup d'informations là-dessus, c'est-à-dire de communiquer, que Renault, à partir d'aujourd'hui, communique plus sur les résultats de la branche électrique, les CAPEX, leur programme de création de nouvelles usines, qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'organisent pour les batteries. Tout ça, c'est des informations qui sont absolument nécessaires pour les investisseurs. Me dire que je mets ça d'un côté, puis je laisse le thermique de l'autre, je vois pas bien l'intérêt, parce qu'à terme, déjà, il y a de plus en plus de synergie, parce qu'il y a de plus en plus de voitures qui sont soit un tout petit peu hybrides, soit full hybride, rechargeables, soit full électrique. Et puis en 2035, alors ça sera peut-être décalé, mais en 2035, en Europe, en tout cas, on peut plus construire de véhicules thermiques. Donc, qu'est-ce que ça va devenir, la Legacy ? On peut plus rouler, on peut continuer à les construire. On peut plus rouler. Oui, enfin, donc... on les construit pour l'export. Oui, voilà. Donc, ça sera quand même très, très diminué. Donc franchement, ce genre, pour moi, c'est un petit peu du mécano boursier qui n'apporte pas grand-chose. Et c'est pas ça, moi, ce que je regarde. Alors désolé d'être un peu long, mais c'est quand même un sujet... pour Aymeric, aucun moi, problème. Ce qui m'intéresse... En fait, il essaye de faire son EDF Énergie Nouvelle avec son Ampère, sauf que c'est trop tard, quoi. Enfin, je suis d'accord. Ce qu'il faut, c'est comprendre des choses simples. C'est quoi la génération de cash, les parts de marché, est-ce que les modèles sont attractifs, est-ce qu'ils ont effectivement pris le train de l'électrique. Renault on n'est pas, j'allais dire, spécialement en avance, ils ne sont pas complètement en retard, mais c'est un paradoxe, ils ont été les premiers à partir. Ils ont été les premiers, mais... Ils ont été les premiers. C'est Schweitzer en 95, ça fait 25 ans qui... Schweitzer 95 il en parlait déjà. Tu peux pas donner un petit truc à Carlos Ghosn quand même pour moi, c'est Carlos Ghosn 2008. Ça a commencé par Louis Schweitzer, qui en a parle le premier. Ça a toujours commencé par Louis Schweitzer. Mais pas tout. Carlos Ghosn, il est rayé. Il est rayé, on ne va pas le plaindre non plus, si. Je sais pas. Et bon, donc effectivement, ça me paraît un petit peu de l'ordre du gadget, du mécano boursier qui n'a, à mes yeux, pas grand intérêt. Et d'ailleurs, si l'idée derrière ça, c'est entre guillemets de créer de la valeur pour l'actionnaire, moi je serais content. Alors, je ne suis pas actionnaire de Renault aujourd'hui, mais je l'ai été, on pourra l'être à l'avenir. Sauf que c'est un on ne prend pas les investisseurs comme ça. Pendant des années, Renault... Non, mais on connaît l'histoire. Pendant des années, la simple participation de Nissan, qui est cotée, valait plus que Renault, ou autant que Renault tout entier, avec en plus la branche financière, le cash, parce qu'il y a un petit peu de cash chez Renault. Donc on voit que ça ne marche pas. Pour moi, les seuls éléments qui me paraissent utiles, intelligents dans le domaine, c'est ce qu'a fait par exemple Fiat avec Ferrari il y a quelques années. Parce que, en cotant Ferrari, c'est tellement un actif unique, c'est une valeur de luxe.
c'est plus des voitures, c'est s'acheter du rêve, du luxe qu'on veut. On t'achète pas une voiture. Et donc, les valorisations sont pas du tout les mêmes. C'est plus comparable à Hermès ou Chanel qu'à Dacia ou Renault. Donc, le côté séparément, je trouve, en gardant 90% du capital, ce qu'a fait Fiat, ça, je trouve, c'est très malin parce que ça bénéficie à tout le monde. Celui qui veut investir directement dans la marque de luxe, il peut, et puis Fiat bénéficie. Mais entre une Zoé et une Clio, il n'y a pas la différence. Exactement. Et quand Volkswagen, on en avait parlé il y a quelques semaines, de Porsche. Alors Porsche, c'est pas tout à fait le niveau de Ferrari, mais c'est quand même une marque extrêmement rentable, attractive, qui se développe, où il y a une valeur. Enfin, ça gagne beaucoup d'argent. Tout ça. Donc là aussi, je pense que ça fait du sens. Mais dans le cas de Renault, très honnêtement, je ne critique pas parce que c'est trop tôt pour faire un bilan de ce qu'a fait Luca De Meo. Et pour l'instant, je pense que son travail est, à mes yeux, tout à fait correct. Mais c'est un petit peu tôt pour faire un bilan. Mais ça, j'y crois pas. Mais tu crois pas, c'est du gadget. Tu crois pas que c'est justement une sorte d'habillage pour cacher ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire se séparer de Nissan? Parce que se séparer de Nissan, comme tu l'as dit, ça c'est important. C'est un saut dans le vide. On ne sait pas du tout, en fait, alors toi tu le sais parce que tu as vraiment regardé le truc, mais c'était le bénéfice de Nissan et l'action de Nissan et le dividende de Nissan qui permettaient de maintenir Renault la tête hors de l'eau. Donc là, c'est un saut dans le vide. Je suis tout à fait d'accord, d'autant que Renault a publié des résultats extrêmement bons depuis 1 an et demi, mais et tant mieux, parce que ça renforce l'entreprise, je veux dire, il faut se réjouir de ça, mais parce qu'il y a une conjonction de facteurs absolument unique qui fait que le prix des voitures d'occasion, ça a explosé, que pour la première fois depuis 40 ans, les constructeurs, en gros, ont un tout petit peu de pricing power, ce qui n'a jamais été le cas sur la partie généraliste. Donc tout le monde s'est mis à gagner beaucoup d'argent, Stellantis, Renault. Donc tant mieux, parce que ce sont des entreprises qui, au début du Covid, ont frôlé la catastrophe, en particulier Renault. Renault, de source sûre, et je ne sais pas un scoop, au début de Covid, a frôlé la crise de liquidité. Et c'était, donc évidemment, vu le nombre d'emplois en jeu en France et dans le monde entier, c'est très bien. Mais le groupe, effectivement, est quand même fragile. Cédric, tu regardes ça ? Je reprends ma vieille casquette de banquier d'affaires et je trouve que ce que tu dis est tout à fait pertinent sur la valorisation. Parce que souvent, quand on regardait les notes de broker, la valorisation est rarement égale à la somme des parties. Et finalement... tu sais, il y a quelques années, parce que je discute depuis un bon moment avec Émeric, ça le rendait fou de voir la valorisation de Renault qui était plus basse que le pognon qu'il y avait chez RCI, la banque. Voilà, ça le rend... Et moi, ça m'a toujours fasciné ça, parce que quand tu prenais dans les méthodes de valorisation, quand tu regardais les boîtes, une des méthodes, c'est la somme des parties, qui te donnait un petit peu la fourchette haute. Et finalement, ça peut aussi buter sur un manque de transparence de l'information et tout. Et finalement, une session peut avoir ce mérite et potentiellement coter une partie des choses comme ça pour donner plus de visibilité, une meilleure valo, surtout quand tu vas te dire, mon comparable est plutôt Tesla, en essayant de virer le legacy. Je pense un peu la stratégie, c'est du pur mécano financier, et je partage totalement ton avis. Mais alors, ça peut pas marcher. Pourquoi non, parce que non, moi, Émeric pense un peu comme moi que c'est un gadget. Toi, tu es en train de nous dire, moi je dis que ça coûte rien que d'essayer de sortir et d'isoler le comparable à Tesla pour essayer d'être sur les mêmes multiples. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais au moins de dire si tu encodes une partie ou pas, mais au moins tu vas pouvoir essayer d'appliquer les multiples de Tesla à une partie et les analystes auront moins de scrupules à le faire que de dire tiens, je l'applique à tout Renault, ça n'a pas de sens. Et il y a peut-être quelque chose à voir. Je serais content. Appliquer les multiples de Tesla à bout de Renault, je pense. Je pense que là, le gars serait très content. Qu'est-ce que tu penses il y avait récemment une interview, je crois que c'est le directeur financier de BMW, là, qui commençait à dire l'objectif 2035... vous allez arrêter de nous prendre pour des truffes, pour des galinettes cendrées. Thierry Breton qui dit clause de revoyure en 2026. Et Carlos Tavares, c'était au moment de l'ouverture du mondial de l'automobile, qui avait dit, mais ça, il prévoyait que ça allait tourner comme ça, et il dit, mais ça c'est la configuration la pire, on est en train d'aller à fond, et vous êtes en train de nous dire, bah non, finalement, on ne sait pas, on va voir ce qu'on fait. C'est chaud là, pour le secteur. C'est compliqué, effectivement. Je suis assez partagé parce qu'à la fois, il faut aller dans cette direction. Il y a un volontarisme politique. Donc souvent, on dit, je peux dire, ils font pas leur rôle. Quand ils parlent des licornes, par exemple. Ouais, tout à fait. Là, donner un cap, si on se dit, il faut vraiment changer de modèle. Et la voiture thermique, alors c'est pas le seul problème du réchauffement, mais c'est quand même une partie non négligeable. Donc on ne peut pas, je pense, critiquer le volontarisme européen dans ce domaine-là. Et maintenant, je partage
100% ce que dit Carlos Tavares, qui évidemment connaît le secteur extrêmement bien, qui a été très lucide sur plein de choses. Et effectivement, ça va un petit peu vite parce qu'ensuite, on va avoir d'autres sujets. Est-ce que c'est pas prématuré par rapport aux zones de char? D'où vient, enfin, c'est pas nouveau, mais d'où vient l'électricité? On n'a jamais en France apporté autant d'électricité. Ce que dit Tavares, moi, ce qui m'intéresse, Émeric, c'est qu'il pose toutes ces questions, et il les pose, tu as raison, depuis un bon moment. Mais là, il dit, vous nous avez donné un objectif, tenez l'objectif, tenez le cap. Pour moi, c'est 2035, ce sera 2035. Je suis moi, Carlos Tavares, je dis, on n'aura pas les bornes, je dis, on n'aura pas de lithium, je dis, on aura de l'électricité au charbon, je dis tout ça. Et pourtant, je vous dis, tenez l'objectif et on verra bien. Tu vois, un mode, j'ai déjà utilisé cette image, un mode programme Apollo. C'est-à-dire, c'est impossible d'aller sur la Lune, et ben les mecs, vous allez voir, on va y arriver. Voilà. Mais il dit aussi que cet objectif a été donné de manière idéologique, sans tenir compte de la réalité industrielle et de la réalité des usages. C'est ça le programme Apollo. C'est ça la grande ambition. Ça fait bouger les lignes plus vite. Oui. Exactement. Alors, c'est un autre sujet. Est-ce que c'était... on peut aussi débattre du coût du programme Apollo. Enfin bon... du programme Apollo par rapport aux retombées. Alors c'est sûr que ça fait rêver tout le monde, moi le premier, c'est les images de ces années-là, c'est extraordinaire, mais ça a coûté extrêmement cher, et c'est contestable aussi, je pense. Ça a remis l'Amérique dans la bataille technologique, Émeric. C'est des trucs, enfin bon bref, c'est pas le débat. C'est 10, 15, 20 ans après que tu vois en fait c'est vrai. La réalité. Un mot, tiens, puisque je te tiens, rebond des indices. Ah, rebond des indices. Alors, quelle histoire, plus 18%. Alors, j'ai pas regardé hier, c'était avant-hier. Comme tu le sais, je dis toujours la même chose, je ne fais jamais de prévision, parce que je ne sais pas faire. Maintenant, je peux donner quand même... Tu peux dire que tu as été surpris quand même. Alors, non, je ne veux pas dire que j'ai été surpris, mais très franchement, non, parce qu'on ne peut pas avoir des indices qui ne font que baisser. Pour moi, et là, je vais me mouiller un petit peu, ce rebond, il est justifié par un changement réel des conditions macroéconomiques, non, monétaires et obligataires. Il y a eu un changement réel du discours des banques centrales. Et qu'on le veuille ou non, les marchés, ils écoutent les banques centrales. L'immense bond market depuis 10 ans, c'est les liquidités. Là, pour la première fois, on se dit finalement, on va peut-être arriver au pivot en 2023. Donc il y a des raisons objectives, détente obligataire, qui font que les actions se revalorisent. Alors c'est très facile, parce que là, je commente le passé. C'est déjà bien. Mais pour moi, ça s'appelle, après, c'est là où je vais me mouiller, c'est un rebond de bear market. Et je continue à dire, je suis quelqu'un, tu le sais... Rebond du chat mort. Rebond de chat mort, voilà. Extrêmement optimiste, je suis optimiste. Et les actions, à long terme, il n'y a que ça qui fonctionne. Et je dirais toujours ça, chaque fois que je serai invité sur ce plateau. Mais je pense aujourd'hui que face à aux problèmes auxquels on est confronté et qui ne sont pas nouveaux, mais je ne vais pas faire la liste, on les connaît tous. Voilà, dont aucun n'est résolu. Et une récession qui démarre. Alors, je suis peut-être à l'ancienne, mais j'ai jamais connu de marché qui durablement était dans une spirale haussière 6 mois avant une récession. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et les entreprises vont publier des chiffres qui vont être nettement inférieurs à ce qu'attend aujourd'hui le consensus, même si c'est un petit peu ajusté à la baisse, un petit peu. Et ça va être beaucoup, beaucoup plus bas. Et quand je dis ça, autant sur le sens des actions, je dis que les marchés vont rebaisser, bon, je peux me tromper, j'ai pas de boule de cristal, et je dis toujours c'est compliqué. Autant sur le sens des résultats, là, j'ai pas de doute. Les résultats, ils vont baisser. Ils vont baisser dans l'immense majorité des secteurs. Donc je serais très surpris que l'on retrouve une dynamique haussière durable, dans ce qu'on appelle un bull market ou le marché avant la deuxième moitié de 2023. Je peux me tromper, mais en tout cas, pour moi, c'est tout à fait compréhensible, plutôt que normal, d'avoir ce rebond qui est très fort. D'ailleurs, les baisses sont toujours plus fortes que ce qu'on anticipe, les rebonds aussi. Je rappelle d'ailleurs qu'en 2022, entre le 15 juin et le 15 août de cette année, les indices avaient également pris 17%. Ouais. Avant de tout reperdre entre fin août, début septembre. Bon, je pense que dans les 6 mois qui viennent, on va aussi avoir des moments difficiles. Voilà mon lecture. Puisque tu parlais de la détente obligataire, un collectif de citoyens demande à la Commission européenne de créer un événement pour le 26 juillet, référence au 26 juillet 2012. On a déjà trop de jours fériés. Quand un événement, ils n'ont pas dit un jour férié, il n'y a qu'en France que ce sera un jour férié. Quand Mario Draghi avait dit le whatever it takes, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord, c'est une date de la construction européenne. Bon, héritage. Alors, la question des droits de succession revient dans l'actualité avec, en fait, l'élection du nouveau président des Républicains. Éric Ciotti veut supprimer l'ensemble des droits de succession. Et en même temps, d'ailleurs, faciliter des donations pour favoriser la mobilité du capital dormant.
Ça me paraît, moi, un peu contradictoire. Je pense personnellement qu'il faut matraquer pour justement obliger à donner de son vivant. Bon, Cédric s'est pris de passion pour ce sujet. On a un plan complet grâce à Cédric Guérin. Vous pourrez aller voir ça sur... C'est quoi le... C'est un médium, c'est une plateforme de ouais, blog. voilà, c'est ça, ouais, j'ai plateforme écrit un de blog. article, là-dessus. Les blogs, dis donc. Oh, les blogs. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Donc, autour de l'héritage. Rapidement, Cédric, la philosophie de ton truc, c'est quoi? Philosophie, c'est tu as deux objectifs antagonistes, comme tu viens de décrire. Simplifier, diminuer les droits. Et de l'autre côté, diminuer les inégalités de naissance, les inégalités de naissance. C'est l'une des clés de toute la question. Et je trouve qu'il y a deux stats qui sont, pour moi, qui m'ont fasciné dans le rapport du Conseil d'analyse économique. C'est premièrement, 60% du patrimoine des Français est lié à l'héritage. C'est énorme. Ça m'a choqué tellement c'était important. Et deuxièmement, les 1% des héritiers les plus riches gagnent plus dans leur vie de rentier que les 1% des travailleurs les plus riches. C'est quand même assez aberrant de se dire qu'on parle des 1% des meilleurs travailleurs, eh ben, t'as ceux qui vivent de leur vie de rente. Donc ça m'a assez fasciné. Et je me dis, comment tu peux apporter un peu d'innovation et essayer de voir les choses différemment. Donc, je me suis dit que pour simplifier ça, il fallait déjà... cette complexité du mode de calcul. Voilà, tu dis il faut supprimer toutes les niches fiscales. Parce que la problématique... L'un des trucs que tu dis qui est très juste, c'est en fait personne ne sait où est... D'abord, le fait que cette polémique existe aujourd'hui, Éric Ciotti, mais il a regardé l'héritage moyen des Français, c'est ahurissant. Donc évidemment que Éric Ciotti lui-même, je pense, n'aura rien, ses enfants n'auront rien à payer quand il devra. Non, il y a une vraie inégalité déjà du savoir, comme tu le dis. C'est ça. Donc tu dis supprimer toutes les niches fiscales. Y compris sur la transmission des biens professionnels. Parce que déjà, je pense que c'est un problème global de fiscalité en France. Tu as des taux très élevés, donc une perception, et la perception l'emporte toujours sur la réalité. Donc tu dis c'est un enfer fiscal, parce que je suis obligé d'avoir des taux marginaux extrêmement élevés, puisque ma base, je l'ai tellement érodée qu'à la fin, il ne me reste plus grand-chose. Donc déjà, tu ratiboises tout, tu vires toutes les niches fiscales. Tu vires celle de l'assurance vie. Celle de l'assurance vie. Je suis assez pour là. Tu as des incitations fiscales de plus-value. L'assurance vie, niche fiscale d'assurance vie. Pour le. On vire ça. On parlait après, mais si tu non, mais discutons-en. À fond pour. Oui. À fond pour. Oui, moi aussi, je ne comprends pas ce truc-là. Si, tu le comprends, c'est pour qu'on puisse financer la dette. Mais tu as d'autres incitations fiscales pour la plus-value. Donc tu peux garder le. C'était pour Exactement. C'était à l'époque du fonds en euros pour qu'on finance la dette. En revanche, franchement, transmission de biens professionnels, là, c'est une connerie, Cédric. Avant le premier, tu as le démembrement de parts de VCI. Ça, c'est des trucs ridicules, pareil. Transmission de biens. Transmission de biens. Alors, moi, je pars d'un principe, et je suis d'accord avec toi, qui est de dire il faut faire attention à pas dilapider le capital de nos entreprises et de dire je dois payer des droits, donc je vais vendre, potentiellement à l'étranger et autres. Mais même pas à l'étranger. Tu fais crever des boîtes comme ça. C'est l'ISF. Tu me rétablis l'ISF sur le... Non, parce que je pars d'un autre constat, c'est de dire il faut les remettre, mais en les allongeant, te donnant des délais de paiement suffisamment longs pour que tu puisses. Parce que moi, mon point fondamental, il est de dire tu dois être capable de créer de la valeur sur ce qu'on t'a donné. Si tu n'es pas capable de générer suffisamment de dividendes au cours des 10, 15, je te donne même peut-être 20 ans, peu importe, pour pouvoir payer ta flat tax, on en parlera après, d'impôt sur la succession, alors, vends, paye tes droits et va faire autre chose de ton argent. Mais il faut que tu sois capable de créer de la valeur sur ce qu'on t'a donné. Mais oui, mais le problème, c'est ce qu'ils vont faire. Oui. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ça veut dire que tu n'es pas capable de créer suffisamment de valeur. T'en sais rien. Quand tu reprends le truc, t'en sais rien. Oui, mais si je te donne 15 ou 20 ans pour payer tes droits, normalement, tu es censé pouvoir le faire. T'es censé, si t'es Cédric Guérin, si t'es Émeric, c'est-à-dire si t'as un talent d'entrepreneur et une volonté d'entrepreneur. Si tu l'as pas, résultat des courses, tu vas vendre la boîte très très vite et tu vas faire ce qui a été les gros dégâts de l'ISF, c'est-à-dire qu'il y a un tas de boîtes qui auraient pu croître. Parce que le DG, par exemple, il est bon, mais le DG, il n'est pas héritier. Ou parce que au sein de l'entreprise, il y a des trucs qui vont se révéler, etc. Et en fait, ça ne se passe pas parce que les gars ont dit non, je ne veux pas m'emmerder avec ça. Mais ça se discute, hein, c'est pas un plan de but en blanc. Mais j'aimais bien mettre plein d'idées sur la table qui est de dire déjà, tu as cette base. Bon, attends, il faut qu'on avance et puis il faut que Émeric parle. Et alors, ton grand truc... Le grand truc, c'est de dire... pouvoir donner à n'importe qui. C'est ça. C'est déjà une déshériter ses enfants, d'une certaine manière. Non, c'est pas déshériter. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux, les taux sont différents suivant le degré de parenté qu'on a. Moi, je considère que l'impôt sur l'accession, il n'est pas à faire sur la succession, mais sur celui qui reçoit. Et tu devrais pouvoir recevoir de qui tu veux, quand tu veux, au cours de ta vie,
un capital, 150, 200 000 euros, peu importe le montant, exonéré de droits. Que tu me donnes, toi, moi, qu'on n'ait pas le lien de parenté ou que ça soit mes parents, peu importe de qui je reçois. Et finalement, tout ce qui est au-dessus, j'y mets une flat tax. Donc, tu as simplifié la base, je peux recevoir, et peu importe le degré de parenté, et puis après, flat tax. Et là, on a simplifié et diminué les droits de succession. C'était le premier objectif. Donc je suis voilà, senior, machin, retraité, etc. et tout. Dans ma vie, j'ai croisé un gars incroyable dont je pense qu'il a un potentiel de dingue, mais voilà, il n'est pas né au bon endroit, dans la bonne famille. Je peux lui donner combien? 200 000 max. Non, moi je disais 200 000, mais bon, 200 après, 000. peu importe, c'est des curseurs. Mais Complètement exonéré de droits. c'est ça. Lui, s'il en a touché que 200 000 dans sa vie, celui à qui t'a donné. C'est marrant comme idée, ça. Et donc je trouve ça très intéressant parce que ça simplifie énormément tout et ça redonne beaucoup de justice. Dedans. Finalement, il n'y a pas de complexité, les niches fiscales, le lien de parenté, tout le monde a ce potentiel-là. Et comme tu dis, je croise quelqu'un en qui je crois beaucoup, j'ai de l'argent, je peux pouvoir donner et à mes enfants et à ces 2-3 personnes. Émeric, je te demande pas forcément de commenter le plan de... Moi, je trouve ça très intéressant. Ouais, très intéressant. Sur le fond des choses, d'une part, là, on est en campagne. Et ça, le supprimer l'héritage, c'est quand même un argument électoral de droite vieux comme le monde, en particulier dans la frange la plus âgée et conservatrice des militants, en l'occurrence LR, qui est le socle d'Éric Ciotti. Mais ils ne payent pas de droits. Enfin, mais je sais bien, mais dans leur esprit... Et la perception. Je dirais que l'héritage à droite, c'est comme l'ISF à gauche, pour les socialistes. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, de manière plus importante, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, en fait, parce que... Et là, je vais parler de quelqu'un qui a beaucoup plus réfléchi sur le sujet que moi, qui est Jean Tirole. On sait tous, ça a été dit, que dans les familles aisées, déjà, les enfants ont un capital culturel qui leur donne un avantage énorme. Et tant mieux pour eux. Et en plus, au-delà de ce capital culturel, ils vont bénéficier d'un capital économique. Si on prend la société dans son ensemble, c'est l'opposé de l'ascenseur social, c'est l'opposé du mérite républicain. Ce que disait Jean Tirole, c'est la chose suivante. Quand il pose la question à n'importe quel Français dans la rue, êtes-vous pour l'égalité républicaine? Êtes-vous pour que chaque enfant dans ce pays ait les mêmes chances au départ? Tout le monde dit oui, bien sûr. Aux mêmes personnes, on pose la question, seriez-vous prêt à ce qu'on taxe 100% de votre héritage pour que chaque enfant parte au même niveau? Et là, les gens disent, mais c'est juste pas possible. C'est de l'expropriation, c'est du vol. C'est de l'expropriation. Et je vais même dire, à titre personnel, dans l'esprit, je serais pour dire c'est normal de taxer, sinon à 100%, de manière très très lourde. Mais en pratique, on a tous envie d'une vie de travail, de transmettre une vie de travail, que ce soit un tout petit pavillon au fin fond de la banlieue, que ce soit 3 fois rien ou des grandes fortunes, l'être humain a envie de donner à ses enfants. Et donc, face à cela, je pense qu'il ne faut pas avoir une posture trop extrême. Je disais 100%, c'est un peu provocateur, je pense que c'est pas crédible. Mais le fait, en tout cas, de taxer plus l'héritage et non pas moins, je pense que ça va vraiment dans le sens de plus de justice, et c'est ce qu'il faut faire. Et l'idée que tu émettais, je ne l'ai jamais entendue, mais je trouve que c'est une très bonne idée de dire on reçoit un patrimoine. Bon, ok, on n'est pas obligé de payer tout de suite, parce qu'effectivement, ça peut créer des problèmes, mais on est taxé si on a prouvé qu'on a développé, qu'on a créé de la valeur. Je pense que là, ça permet, c'est une des pistes pour équilibrer. Donc en tout cas, je suis contre la proposition d'Éric Ciotti, et je trouve que taxer l'héritage en soi, c'est de la justice républicaine. Ouais, il y a un sujet que vous n'avez pas abordé, qui est pour moi le sujet cœur du truc, c'est le vieillissement de la population. C'est-à-dire, c'est le capital dormant. Justice sociale, on en pense ce qu'on veut, etc. Ok, mais tu sais que ça, pour revenir au début de notre discussion, tu dis ça sur Twitter, tu te fais taxer, mais tu te fais insulter, taxer de communisme. Ça les rend fous, les mecs. C'est ahurissant. Sur Twitter, il y a des conneries aussi qui sont mais ça les rend... Oui, mais il y a assez peu de sujets où les gars deviennent fous à ce point-là. Y compris des gens qui sont quand même assez pondérés, tu vois, d'une manière générale, quand tu débats avec eux. Mais moi, mon sujet, c'est on va vers une société où on va mourir à 100 ans, et donc c'est des gars de 100 ans qui vont céder leur pognon à des gars de 70 ans qui ne sauront absolument pas quoi en faire. Et donc, ça, pour moi, il est là, le sujet. Et donc, pourquoi la taxation à 100% ? Parce que moi, je suis pour la taxation à 100%. Il n'y a pas beaucoup de... Non, mais pour Vous n'êtes pas nombreux dans ce cas-là. Non, mais pour forcer à la donation. C'est-à-dire, tu sais que, et même pour l'immobilier, tu gardes l'usufruit, ça se fait dans énormément de familles, et à ce moment-là, le capital circule. Hop, c'est parti. Parce que je suis d'accord avec toi. Ne pas donner à ses enfants, c'est paraît un truc de dingue. Sauf que tu n'as plus le choix. Enfin, je sais pas, Cédric est trop jeune. Oui, mais il y a des seuils aussi. Oui, mais par exemple, un truc qui m'avait amusé, c'est un peu l'anecdote, mais Warren Buffett a dit « Je ne donnerai rien à mes enfants, rien ».
Et le rien, c'est 100 millions de dollars, parce qu'effectivement, c'est un millième ou un centième de ce qu'il a. Bon, c'est un peu les regards d'Émeric. Mais effectivement, il ne faut pas que ce soit, à mon avis, 100%, mais qu'il y ait une taxation lourde. On arrive, toi et moi, à des âges où tu te dis, les mômes, ça y est, hop, ils commencent à travailler, etc. Et tu pourrais en fait commencer à leur donner de manière assez importante. Puis tu es comme ça à te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que vraiment il faut le faire? Enfin, je ne sais pas pour toi. Moi, je raconte assez souvent ma vie ici. C'est un peu la démarche, c'est un peu la réflexion. Boum! Si tu as le pistolet sur la tempe, t'y vas. Et pour le coup, tu redonnes des chances et tu remets en route ce capital. Et c'est pour ça que, en fait, moi, je proposais autre chose. Là, tout ce que j'avais décrit, c'était la partie simplifier, diminuer les droits de succession. Et j'avais un autre point pour diminuer les inégalités, qui était de dire, donc, entre 0 et 200 que tu as reçu, tu payes 0%. Entre 200 et 5 millions, ou dans plus de 200 000, tu payes tes 25%. Et au-dessus de 5 millions, je t'oblige à donner 25% à des associations ou des fondations dont moi, État, j'ai fléché. Pourquoi? Parce que je veux créer de la synergie. Moi, président, j'ai mon quinquennat, j'ai mes priorités. Et je dis, tiens, voilà, je veux que finalement, plutôt que ça se perde en impôts et en inefficience... Mais oui, mais il ne faut pas que ce soit l'État qui flèche. Ça nous ramène à notre tu ramènes à l'éducation des enfants, tu dis, voilà, moi, ma priorité, elle est l'éducation dans le primaire. Elle est Cédric, tu crois qu'ils ont une vision qui dépasse les 6 prochains mois? La liste d'associations qui vont être autorisées, ce seront les associations. On a quand même un président de la République qui a fermé une centrale nucléaire, un an avant de dire qu'il fallait en construire 6 autres. On ne parle pas là, tu vois, de petits détails, quoi. On parle d'investissements lourds sur l'avenir du pays. Donc non. Je peux avoir la volonté d'avoir des politiques qui ont une vraie vision et de se dire, voilà, plutôt que de taxer, tu as des associations. Je taxe une partie. Et de l'autre, je t'oblige, c'est le Giving Pledge aux États-Unis, des personnes riches qui sont engagées à donner plus de 50% de leur fortune. Donc c'est pour ça que je te fais 25 de flat tax, c'est pas et 25% de dons. C'est pas l'État qui choisit dans quoi Bill Gates donne son argent, parce que je peux te dire que sinon, il ne le donnerait pas. Mais ça, au moins, ça donne des choses pour le débat. Tu vois, et ça donne des pistes un peu innovantes qui sortent un peu du cadre. C'est pour ça qu'on en parle. Et vachement plus intéressantes qu'il faut les baisser, il faut les augmenter, etc. Vous remarquerez quand même qu'Emmanuel Macron, il en avait parlé pendant sa campagne, comme tu dis, histoire d'attirer les votes de la droite. Et puis que quand même, là, l'argent est rare. Et que donc, visiblement, la baisse des droits de succession n'aura pas lieu. Merci, chers amis. Merci pour tous ces débats. Je remercie encore une fois Isabelle. Et puis on se retrouve demain pour continuer à discuter de tout ça. Et on parlera, guerre commerciale, on n'en a pas parlé là, c'est quand même un des gros sujets du jour, Emmanuel Macron aux États-Unis. Donc ce sera sans doute avec ça qu'on commencera nos débats demain. À demain.